le peuple a construit depuis la conférence nationale. Donc, comme vous l'avez eu une expression là, et c'est ça, ils ont poignardé la constitution de 1992, et après maintenant, c'est son enfant qui jette cette constitution dans la poubelle, à notre figure, sans même nous demander notre avis. Et comme il voit que le peuple n'adhère pas à sa constitution, il propose maintenant un dialogue. Et quand vous dites, sur le terrain, il n'y a pas quelque chose qui est proposé, nous avons vu quand même que les événements du 6, du 28 de l'année passée, juin et juillet, ont quand même poussé le régime à reculer sur certains points jusqu'à la libération de nos frères qui étaient en prison, bien qu'il y ait encore 68 personnes emprisonnées. Donc, vous parlez d'élections. Ce régime a mis en place sa constitution qui renvoie les élections en 2030. Et de quelle élection on parle alors? Est-ce que vous m'avez bien compris là? Non, je vais terminer et puis vous allez m'expliquer davantage. De quelle élection vous parlez? Dire qu'on doit aller aux élections, alors qu'on sait que 29 élections, même si on va dans le sens que vous dites, c'est le régime toujours qui demande. Lorsqu'ils sont acculés, maintenant, cette fois-ci, tout le monde voit qu'ils sont acculés. Et si, à chaque fois qu'ils font leur demande de dialogue, tout en sachant que nous n'avons pas encore construit suffisamment de l'équilibre de force sur le terrain, on ne va pas accepter d'aller. Ce que moi je proposerais, à la place de dire oui, on doit aller aux élections, moi je dirais plutôt, en tant que sage, je demanderais à ce que nos leaders qui sont sur le terrain et qui le clament tous les jours, de se dire, c'est bien que vous nous insultez sur les réseaux sociaux, mais nous sommes prêts à travailler avec vous, parce que quoi qu'on dise, nous avons sur le terrain, nous avons maillé bien le terrain, et que c'est ensemble qu'on peut aller à la victoire. Et tant que il n'y aura pas cette cohésion entre les enfants, quand tu as un enfant rebelle dans ta maison, tu ne vas pas le mettre dans la rue et dire que bon, moi je vais au conseil des sages. Non. Tu vas toujours faire persuader ton enfant que non, ce que tu fais est bon, mais voici tes points faibles. C'est ensemble qu'on peut réussir. Et on ne peut pas créer un parti politique et ne pas prétendre qu'on ne les critique pas. Qu'on ne les... Bon, moi je ne suis pas de ceux qui aiment insulter. On doit toujours critiquer les partis politiques. On le voit partout. Vos minutes sont finies. Merci beaucoup. Merci. Donc voilà, non, je n'ai pas encore fini, une minute, une seconde. Je ne peux pas comprendre que nos frères qui sont sur le terrain, à partir du moment où on les critique, ils montent le ton en haut, oui, on nous critique sur le terrain, on nous insulte. Qui vous insulte? On vous dit simplement certaines choses qui ne vous plaisent pas. Et c'est normal. Monsieur Tindo, vous sortez du débat. Ici, on n'est pas en train de débattre, critiquer un parti politique ou ne pas critiquer. Nous sommes partis de 2 points. Oui. Écoutez très bien. Je dis, et je l'affirme jusqu'à preuve du contraire, qu'on ne peut pas enlever à une organisation politique, à un parti politique, 2 choses. Les élections et le dialogue. Oui. Je le dis et je le souligne. Oui, ça, je ne refuse pas non plus. L'avis contraire, on peut débattre là-dessus. Je ne refuse pas, moi, je ne refuse pas ce point. Mais allez... Écoutez. Je vous ai écouté, écoutez-moi. Ça, c'est mon premier point. Mon second point, le problème togolais, ce n'est pas le dialogue qui est le problème, ce n'est pas les élections, mais c'est le manque de rapport de force qui fait que nos dialogues et nos élections ne sont pas efficaces. Donc, nous devons travailler à construire ces rapports de force, soit par la mobilisation, soit par des moyens conséquents. Ne pas le faire et accuser les autres qui dialoguent ou qui vont aux élections et leur faire des procès en sorcellerie, ce n'est pas une lutte. C'est ce que nous disons. Je termine pour dire, vous avez parlé de que le M66 a fait un mouvement, ça a amené à libérer les gens dans la prison. La contribution du M66 est inestimable. Personne ne la remet en cause. Mais vous ne pouvez pas résumer aussi
la libération des prisonniers politiques à la manifestation du 6 juin. C'est méconnaître la contribution des organisations des droits de l'homme, de pyramides, de tous les moyens, autres moyens qui ont été utilisés comme moyen de pression. Et le dernier en date est le Congrès panafricain comme moyen de pression sur Faure Gnassingbé. Donc c'est l'ensemble de ces pressions qui ont produit le résultat que nous avons et qui n'est même pas encore optimal puisque nous avons encore une soixantaine de personnes en prison. Donc il ne faut pas trop aller vite en besogne pour résumer ça à juste une partie des forces de pression. Je voudrais aussi qu'on soit assez, comment dirais-je, véridique sur toute la ligne. Des gens contribuent en silence. Les gens contribuent par tout moyen. Et certains ne sont même pas sortis pour dire c'est ce que j'avais fait ou c'est ce que j'ai fait pour contribuer à la libération de nos frères et sœurs. Donc de ce point de vue aussi, ne résumez pas tout à cela. Et enfin, nous ne sommes pas en train de dire qu'il ne faut pas critiquer les partis politiques, c'est pas ça. Nous avons posé clairement la question du dialogue que certains utilisent pour faire le procès en sorcellerie comme ils l'ont fait pour les élections hier. Ils utilisent la question du dialogue pour faire des procès en sorcellerie. Et c'est ce que nous répondons comme quoi le dialogue, on ne peut pas l'enlever à une force politique. Ce que nous devons faire, c'est de renforcer ce qui fait que le dialogue devient efficace. C'est le rapport de force. Et travailler à construire ce rapport de force. C'est notre point de vue, c'est notre position. J'espère qu'on se comprend. Enfin, parce que nous en avons terminé, nous allons passer directement au sujet. On est trop en retard aussi. Et bonne arrivée, M. Carlos. Cartographie géoethnique, géomilitaire et géopolitique de la région des plateaux. Les éléments de rupture. Merci. Bonne arrivée, Carlos. Vous avez la parole. Merci, professeur Thierry Lawson et Foumé Nyamasadi. Merci, Constitution 92. Et bienvenue à tous et à toutes de la politologie de Thierry Lawson sur la question du dialogue. Je m'en voudrais. Il y a Jules Ferry qui dit « Rayonner sans agir, sans se mêler aux problèmes du monde pour une nation, c'est abdiquer. » Donc, ne pas se mêler à cette question d'actualité, c'est comme occulter ou abdiquer d'intervenir sur la question principale qui crée des vagues aujourd'hui, le problème du dialogue politique. Assurons-nous du fait avant de nous inquiéter de la cause. Fontenelle l'a dit, assurons-nous du fait avant que de nous inquiéter de la cause. J'ai donné cette citation du philosophe Fontenelle pour un peu exprimer les informations journalistiques que moi j'ai obtenues ces derniers moments sur la question du dialogue. Parce que, jusqu'à preuve de contraire, ce sont des supputations qu'on allègue sur une possibilité de dialogue. Moi, je me suis renseigné. J'ai posé des questions, non seulement à certains acteurs politiques au Togo, mais aussi dans certains milieux diplomatiques, notamment ceux des AO, Union européenne et tout. Et à ce jour, à l'heure où nous parlons, il n'y a pas encore une information précise qui dit que le pouvoir appelle à un dialogue politique. Il n'y a pas encore d'information, du moins au niveau des partis politiques. Quand je veux parler des partis politiques, autant le parti au pouvoir que les partis d'opposition. Il n'y a pas de discussion. Par contre, l'information que j'ai, que je dois partager avec l'opinion, c'est que il y a un travail qui se fait autour d'un regroupement de partis politiques de la société civile et aussi des congrégations religieuses, l'Église catholique et tout ça là, pour créer ou obliger le pouvoir à ouvrir le dialogue. Il y a un travail qui se fait actuellement dans l'ombre qui n'est pas exposé. Et aussi, au-delà de ce travail qui se fait, le pouvoir qui ne veut pas se voir, je sais pas, obligé d'ouvrir le dialogue parce que devenu un peu présenté comme faible,
est en train de manipuler certains partis politiques pour susciter ce dialogue. Là, le pouvoir dira que ce n'est pas moi qui ai convoqué le dialogue, c'est l'opposition qui a convoqué le dialogue. Et nous pourrons répondre à cet appel de l'opposition, tout simplement parce que il y a une pression internationale qui s'exerce sur Faure Gnassingbé dans tous ses déplacements, sur la question de l'instabilité et surtout sur le problème de la 5e République qui continue d'être une couleuvre, une arête dans la gorge du système. Parce que la description, le transfèrement de la 4e République à la 5e République n'est pas toujours validé par une partie de la communauté internationale qui trouve que la démocratie est bafouée. Maintenant, il faudrait que les forces politiques parlent d'une seule voix pour d'abord revendiquer le retour à la 4e constitution. Et ce serait, si dialogue il y a, la condition sine qua non de ce dialogue. Si dialogue il y aura, si par extraordinaire. Mais, permettez-moi de me prononcer justement sur le dialogue en question, parce que j'aime souvent donner des exemples concrets, liés peut-être à la géopolitique internationale et liés peut-être à mon expérience personnelle. J'en ai tellement eu que chaque fois que je fais de masterclass, chaque fois que je veux parler, ça me revient de me rappeler de certaines circonstances où le dialogue a joué sans pression ou avec pression. Au Luxembourg, actuellement, il y a une information qui crée des vagues. Le Luxembourg est l'un des pays de l'Union européenne qui s'est mobilisé de façon farouche contre l'invasion ou bien l'opération militaire de la Russie contre l'Ukraine. Le Luxembourg est le pays qui met beaucoup plus de zèle contre Poutine. Vladimir Poutine est diabolisé au Luxembourg. C'est-à-dire que tu ne peux pas prononcer le nom de Vladimir Poutine au Luxembourg dans certains milieux sans attirer des regards négatifs. Cela veut dire qu'il est le guerrier, il est le dictateur, il est celui qui veut attaquer l'Union européenne et tout. Au point où j'ai un ami politicien de parti politique avec qui j'ai travaillé pour être aujourd'hui au Parlement européen, qui à un moment donné, parce qu'il est libre dans la tête, il n'est pas dans la foule, dans la mode qui contamine les autres, il a décidé un jour de prendre le vol sur invitation de la Douma, le Parlement russe, pour aller rencontrer les membres du Parlement et exprimer la position de l'Union européenne sur la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Je ne vais pas donner son nom parce que souvent quand on donne les noms, il y a des esprits malins, mesquins qui passent dans les couloirs pour aller commencer à lui parler, à dire des choses. J'ai eu des retours comme ça, de la part des mesquineries togolaises. Quand il est allé, ça a créé un tollé. Mais pourquoi il doit aller discuter avec Poutine? Pourquoi il doit aller en Russie? Il a trahi l'Union européenne. Au point où le groupe parlementaire dans lequel il siège au Parlement européen l'a exclu, l'a sanctionné, tout simplement parce qu'il a osé ouvrir le dialogue avec la Russie sur la guerre. Mais, il y a 3 jours, jeudi dernier, le ministre des Affaires étrangères du Luxembourg, Xavier Bettel, a fait une déclaration qui constitue un scandale. Il dit qu'il faut ouvrir le dialogue avec Vladimir Poutine. Pourquoi? Parce que, avant, les États-Unis de Trump étaient l'allié idéologique, l'allié militaire, l'allié de pression de l'Union européenne aux côtés de l'Ukraine. Mais aujourd'hui que Trump est en train de lâcher l'Union européenne, à la limite, en train de ridiculiser l'Union européenne en essayant de prendre des positions sur les jeux d'intérêt des États-Unis vis-à-vis de la Russie et vis-à-vis de l'Ukraine, l'Union européenne se voit obligée de ne plus avoir de soutien de la part des États-Unis. Donc, veut engager des discussions avec la Russie, de Poutine, pour qu'on puisse trouver les voies et moyens, si possible, contre-attaquer peut-être l'influence américaine sur l'Europe.
Je le dis pour dire que la politique n'est pas statique. Le jeu politique n'est pas statique. Si je veux parler peut-être terre à terre, la politique, ce n'est pas un jeu d'enfants. Nous des vieux benouillots. Parce que il y a une race de néopoliticiens qui s'engagent aujourd'hui sur les réseaux sociaux, qui donnent des leçons et qui orientent les autres à suivre un certain nombre de directives, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Alors que cette race n'a pas l'expérience politique, n'a pas vécu ce que les dialogues ont donné, les contextes des dialogues. Pourquoi cela a échoué? Ils n'ont pas fait cette analyse historique qui permette de clarifier le jeu. Et on va, peut-être par influence, peut-être par mode, peut-être par ignorance, comme l'a dit, et on taxe comme on veut, on insulte comme on veut, et on traite comme si on avait la science infuse. Alors que quand on analyse les propos, les orientations idéologiques, les discussions de ces personnes, c'est tout simplement de l'ignorance, à la limite de la puérilité. De la puérilité. Maintenant, je reviens à mon exemple. En 2008, quand j'étais président du journaliste pour les droits de l'homme, le gouvernement togolais a fait une révision de la loi organique de la HAC, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, qui a corsé le pouvoir de la HAC, au point où, alors que le code de la presse était dépénalisé, le journaliste ne devait pas aller en prison, on devait, dans la nouvelle révision, dans les nouveaux textes, permettre à la HAC d'interpeller le journaliste, de le juger et de mettre les caméras pour qu'il puisse peut-être se prononcer en faux contre un article qu'il a écrit. Donc la HAC était en train d'être transformée en gendarme au lieu d'être un régulateur des médias. Et il y avait des procédures. Donc on donnait le pouvoir à la HAC de fermer les radios comme elle voulait, de fermer les télévisions, de fermer les journaux, de saisir les journaux, comme au temps du général Ouala, où le ministère de l'Intérieur pouvait aller jusqu'à l'imprimerie, arracher les journaux. Mon réflexe, à l'époque, quand il y avait une dérive, critique de journalistes, attaque de journalistes, interpellation de journalistes, agression de journalistes, ou bien révision ou adoption des lois liberticides et prédatrices, mon réflexe, c'est d'appeler à une marche de protestation. C'est ça. Quand la loi tombe aujourd'hui, dès le soir, je mobilise les journalistes et les défenseurs des droits humains à descendre dans la rue pour dénoncer cette bavure, cette dérive autoritaire. Et justement, la loi a été révisée, je crois, un jeudi. Vendredi, on était déjà dans la rue. Et le Parlement était réuni, l'Assemblée nationale, pour adopter cette loi. Donc, on s'était mobilisé devant le palais des congrès, siège de l'Assemblée nationale. Et le pouvoir a vu qu'il y avait une pression. Et on nous a demandé de créer, de former une délégation pour venir discuter avec les autorités. Je me rappelle, et j'étais au devant de cette délégation, il y avait Augustin Améga, qui est un grand journaliste, il y avait aussi 2 autres journalistes, on était 4 journalistes, organisation de presse, je crois qu'il y avait un représentant d'une organisation de la presse proche du pouvoir. Voilà, parce qu'on était un peu voilà, divisé sur les questions de partis au pouvoir et de partis d'opposition. On a laissé les journalistes devant le palais des congrès en train de continuer à faire le sitting. Et on leur a dit, nous allons discuter. Si ça marche, on lève la manifestation. Si ça ne marche pas, on va continuer à mettre la pression. On est allé en salle avec, à l'époque, Komi Klassou. Il était député ou bien vice-président de l'Assemblée. Il y avait Pascal Bodjona. Il y avait Kwaku Tozoum, feu père à son âme, qui était ministre de la Communication. Il y avait aussi Aoumé Zounou, qui était secrétaire général du gouvernement. Et dans toutes les discussions, c'est que, comme on sait qu'on avait un pouvoir de pression derrière, et il y avait les journalistes qui étaient dans la rue, en sitting, en train d'attendre les résultats, on a mis la pression nécessaire. Et on a révisé
toute la loi organique de la HAC, du premier article jusqu'au dernier. Et à chaque article, on essayait de l'étudier et on a réussi à obtenir le retour, le recul du gouvernement par rapport à cette loi qui était en train d'être votée, parce qu'on avait la pression populaire. Et avant de sortir de cette salle, je crois qu'on a commencé à 10h, on a fini à 17h, les journalistes étaient dans la rue jusqu'à 17h. Quand on est revenu, on dit, le pouvoir a dit qu'on va faire une relecture de cette loi avant de l'adopter. Donc on va créer une commission composée des journalistes, des organisations de presse et du gouvernement et de l'Assemblée pour faire une relecture. Cette relecture a été faite et cette loi, à l'époque, n'a pas été adoptée. C'est vrai qu'après, des années après, ils ont réussi à le faire, mais nous avons réussi à arracher ce vote pour obtenir une certaine relecture de cette loi. Et qu'est-ce qui a facilité cela? Qu'est-ce qui a facilité? C'est que nous avons mené un dialogue avec un rapport de force, les journalistes qui étaient encore sur le terrain. Je comprends, je sais, vous devez savoir déjà où j'en viens. Et j'en viens justement à la question du dialogue. Le dialogue politique au Togo cristallise une fracture stratégique majeure entre deux courants opposés, mais complémentaires dans leurs effets. Parce qu'aujourd'hui, il y a des partisans du dialogue. Et ça constitue un instrument de stabilisation. Parce que le dialogue post-autoritaire, marqué par le pouvoir militaire depuis 1967, n'a jamais donné de résultats. Donc, le dialogue, pour certains, permet d'effriter ou d'éviter l'effondrement institutionnel. Ça permet au pouvoir de contenir les violences et de préserver les canaux de coopération internationale. Parce que quand il y a la pression internationale, quand l'opposition, les partis d'opposition vont chez les partenaires pour se plaindre que ça ne va pas au Togo, on les renvoie indubitablement au dialogue. Aucun diplomate, aucune institution internationale ne va vous dire allez prendre les armes, allez manifester dans la rue, même s'ils vous conseillent de façon indirecte. Ils vous disent allez ouvrir le dialogue avec le pouvoir et créer des conditions pour avoir des réformes institutionnelles et constitutionnelles. Ça, je suis en train d'en venir à ce que tu as dit par rapport au dialogue. À l'inverse, le courant hostile au dialogue considère que ces processus sont devenus des outils de diversion du pouvoir, de neutralisation de l'opposition, qui servent davantage à légitimer un système contesté qu'à produire des changements structurels. Parce que on a connu les dialogues depuis 98, 2000, 2002, et l'accord cadre Lomé et Colmar et l'accord politique global qui a enfoncé le clou avec Gilles Christ Olympio de l'UFC qui a signé le fameux accord avec le pouvoir. Et récemment, le dialogue issu des manifestations de 2017-2018. Donc depuis 1993, comme on a dit, presque une trentaine de dialogues ont été consacrés. Alors, quel est le résultat? C'est que le pouvoir arrive à neutraliser, à créer des conditions pour prendre le poil de la bête quand il se sent en difficulté et à avoir un argument politique à brandir aux institutions internationales. À leur dire que voilà, nous avons organisé le dialogue. Même si c'est une parodie de dialogue, ils arrivent quand même à tirer leur épingle du jeu. Parce qu'ils ont les moyens voilà, de corrompre, d'influencer, de détourner. Ils sont tellement forts et ils envoient des gens qui ont la gueule forte pour essayer de dominer les débats contre une certaine opposition. Donc, moi, ma position, c'est que ni le dialogue, ni son rejet ne sont neutres dans la politique togolaise. Ni le dialogue, ni son rejet ne sont neutres. Au Togo, le dialogue est devenu un terrain de lutte et non un mécanisme de résolution. Le dialogue au Togo est un terrain de lutte. Chacun se bat pour ou contre, mais ce n'est pas un mécanisme de résolution. Alors que dans les autres pays, on appelle au dialogue tout simplement parce qu'on veut créer une cohésion entre les protagonistes. Mais aujourd'hui, il y a la confiance n'existe plus entre le peuple et le pouvoir politique. C'est pourquoi ceux qui appellent au dialogue, c'est vrai, ils sont critiqués, mais ceux qui disent qu'il faut aller également, qu'il ne faut pas aller au dialogue, ont aussi leurs raisons.
Et je vais dans le sens de Thier pour dire que le dialogue sans rapport de force profite au pouvoir. Ça, c'est sûr. Donc, il faut créer les rapports de force pour pouvoir aller au dialogue. Ensuite, le refus de dialogue sans stratégie alternative conduit à l'épuisement populaire. Le refus du dialogue sans stratégie alternative. Vous refusez, mais il faut avoir une conduite. Sinon, il y a épuisement populaire. Et puis, les deux courants échouent lorsqu'ils deviennent dogmatiques. Aujourd'hui, on est en train de créer une certaine situation dogmatique où il y a des courants de pensée qui essaient de créer ce qu'on peut dire une confusion idéologique partisane vis-à-vis de dialogue. Parce que ceux qui parlent, il y en a qui disent que bon, voilà, il faut le dialogue parce qu'ils sont inféodés à des partis politiques, à des instruments politiques ou à des personnalités politiques, ou bien eux-mêmes, ils se le jouent et dire que bon, le dialogue, ça peut nous permettre d'atteindre des objectifs personnels, pas forcément les objectifs du Togo. Donc pour moi, il y a une troisième voie entre les deux courants. C'est le dialogue conditionné. C'est le dialogue conditionné. Parce que un rapport de force sociale réel, c'est la mobilisation et la pression internationale. Il faut mettre le paquet. Il faut avoir l'occasion d'obtenir ces forces-là, la pression internationale et la mobilisation, et poser les conditions au pouvoir. En 2017-2018, le pouvoir a été obligé d'aller appeler John Mahama et le président Ouattara pour faire le dialogue, tout simplement parce que le pouvoir était coincé avec la pression populaire, avec la pression internationale. Et avant de faire ce dialogue, il faut créer des préconditions claires. Des préconditions claires avec un calendrier contraignant et des mécanismes de suivi indépendants. On n'a jamais réussi à le faire parce qu'on nomme un président de dialogue, il fait ce qu'il veut et on suspend les travaux, on revient et on essaie de faire des discussions de couloir et il n'y a pas de suivi indépendant et ça s'impose aux Togolais. Mais il faut être sûr maintenant que le pouvoir est contraint de respecter certains accords qui seront issus de ce dialogue. Donc, moi, c'est ma position. En conclusion, je veux dire par rapport à ce dialogue qu'au Togo, le dialogue n'est ni une vertu en soi, ni une trahison automatique. Je suis en train de faire la synthèse de Kant. Kant a toujours fait la synthèse de plusieurs courants, ou de deux courants opposés, en matière philosophique. Donc pour moi, le dialogue n'est ni une vertu en soi, ni une trahison automatique. Le dialogue est une arme politique pour ceux qui veulent rester dans la réelle politique. Parce qu'on a parlé de politique, d'une analyse politologue. Mal manié, le dialogue anesthésie l'opposition. Si le dialogue est mal manié, il anesthésie l'opposition. S'il est bien encadré, il peut fissurer le système. Donc cela montre que la force du dialogue réside moins dans sa proclamation que dans les conditions de son exercice. Et que la maturité politique togolaise se jouera dans la capacité à articuler pression, négociation et rupture stratégique. Cette rupture stratégique devrait se mener dans un sens de cohésion et de dire à ceux qui n'ont pas la capacité de réfléchir, d'analyser et d'orienter le débat, il faut leur dire de se taire. Si ce que tu as à dire n'est pas plus beau que le silence, tais-toi. La politique, ce n'est pas l'émotion, ce n'est pas un jeu d'enfant. La politique, c'est une réalité. Et il faut avoir fait toutes ces expériences. Il faut avoir vu comment la politique est menée dans les autres pays. Il faut voir comment la géopolitique internationale fonctionne. Que ce soit du côté des États-Unis, du côté de la Russie, du côté de l'Union européenne, du côté de certains pays africains. Donc je conclue pour dire que c'est une anthologie que je suis en train de présenter, anthologie politique qui montre que la force du dialogue réside moins dans sa proclamation, comme on est en train de le faire, que dans les conditions de son exercice. Et que la maturité politique togolaise se jouera dans sa capacité à articuler la pression, la négociation et la rupture stratégique. Quand on se sent menacé, on recule. On dit, on ne va plus au dialogue. Donc c'est en ça que j'en appelle encore aux Togolais. Et les informations, parce que moi je donne des informations que j'ai, c'est que il y a des partis politiques qui sont déjà de plus en plus cooptés si dialogue il y a par rapport à la mobilisation qui se fait. Et
l'autre information, c'est que le pouvoir se dit, en tendant par exemple la perche au M66 de participer à un certain dialogue, c'est que ils sont en train de se tirer une balle dans le pied. Des gens que vous avez critiqués, des gens que vous avez attaqués, vous avez lancé des mandats d'arrêt, qui sont des territoriaux, qui ne sont pas éligibles. Et après, vous allez appeler cette force pour venir discuter, faire du dialogue. C'est comme se tirer une balle dans le pied. Donc le pouvoir ne va jamais accepter que des partis non constitués, qui constituent des forces politiques imposantes au Togo, puissent répondre à un certain dialogue. Il y a des gens qui parlent de la conférence nationale bis ou des assises nationales. Mais si cela arrive, c'est comme Faure Gnassingbé, il est en train de faire voilà, la politique bis de son père. Où à un moment donné, il a convoqué une conférence nationale, il a mis fin à la conférence nationale, il a arrêté les hauts conseillers de la République, il les a humiliés, et puis après, il a fait ce qu'il veut et il a reconforté son pouvoir. Si Ford le fait, comme assise nationale, c'est ce cas-là. Donc, chers lutteurs, parce que tout le monde, j'entends le mot lutte, combat, combat. Le combat réside dans l'analyse et dans la réelle politique. Le fait de voir qu'il faut être pragmatique. Ce n'est pas l'émotion, ce n'est pas l'agitation. C'est le résultat. Et à chaque action, tout ce qu'on doit faire, on doit s'attendre à des résultats. On ne doit pas aller dans l'émotion pour voir les choses agir. Parce qu'il n'y a pas de hasard en politique. Ce qu'on pose comme acte a des résultats automatiques. S'il n'y a pas de résultats, vous ne faites pas de la politique. Donc je réitère que la politique, ce n'est pas un jeu d'enfants. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'enfants qui se sont mêlés. Ceux qui, quand on faisait le dialogue, même en 2002, quand on a signé l'accord cadre de Lomé, il y avait des gens qui n'étaient pas encore nés, qui aujourd'hui sont devenus des grands politiciens. Quand on faisait peut-être, même jusqu'en 2005, quand Faure Gnassingbé prenait le pouvoir dans le bain de sang, et à la suite de son père qui a pris le pouvoir dans le bain de sang après avoir assassiné Sylvanus Olympio, en 2005, il y avait des gens qui étaient encore à l'école primaire, qui ne savaient pas comment on écrit le mot politique. Et malheureusement, c'est eux qui s'agitent. Mais je pense qu'ils vont comprendre et dans l'analyse, ils vont savoir que la politique n'est pas un jeu d'enfant et il faut aller dans le sens de la réflexion, dans le sens du pragmatisme et dans le sens des résultats. Voilà et un peu l'analyse globale que j'aimerais faire pour un peu porter mon regard sur la question du dialogue avant qu'on enclenche le débat du jour qui constitue la cartographie de la région d'Implateau. Merci. Ok, ben merci beaucoup Carlos. C'est magistral, c'est tellement bien dit à ton analyse. J'espère que chacun de nous a tiré leçon de ce que tu as dit et qui résume en fait notre pensée. Je pense que la synthèse, si tu peux encore nous répéter la phrase synthèse là, on pourrait peut-être prendre note, s'il te plaît, Carlos. Est-ce que tu peux encore répéter cette phrase là? Je vais répéter ça, mais j'ai oublié. Je répète, je disais que le dialogue n'est ni une vertu en soi, ni une trahison automatique. C'est une arme politique. Mal maniée, elle anesthésie l'opposition. Mal maniée, je parle de l'arme politique, elle anesthésie l'opposition. Et bien encadrée, elle peut fissurer le système. Et cela montre que la force du dialogue réside moins dans sa proclamation que dans les conditions de son exercice. Et que la maturité politique togolaise se jouera dans la capacité à articuler la pression, la négociation et la rupture stratégique. Et je sais que Pyramide aujourd'hui est dans la logique de la rupture stratégique qui est le leitmotiv, qui est la première arme, la pression qui est aussi l'autre arme, et ensuite la négociation qui vient en troisième position, mais qui n'est pas beaucoup pris comme la plus grande arme politique. Et je sais que c'est dans cette logique que Pyramide est en train de se trouver. Donc voilà la conclusion que j'avais donnée, qui puisse permettre aux gens de réfléchir que la politique c'est pragmatique et que la politique n'est pas le zézaiement, aller à gauche, aller à droite et aller comme des moutons de panurge dans une logique contaminatoire. Okay.
Mais merci beaucoup, Carlos. Je complète pour dire que ceux qui utilisent le mot dialogue, comme il y a les élections, pour poignarder, pour insulter, pour détruire, ou pour réduire les autres à la caricature de la corruption, ou encore de complicité avec le régime, tout simplement parce que eux, c'est leur façon de détruire l'autre, ne travaillent pas dans le sens de la mobilisation ou de la synergie des forces. Ce que nous devons faire, au lieu de s'accrocher sur le mot dialogue pour détruire l'autre ou le décapiter, créons les conditions de mobilisation nécessaires, les conditions de pression nécessaires pour que le dialogue, ou du moins, lorsque ça va s'imposer, ça soit tellement contraignant pour l'autre partie qu'il ne l'utilise pas tout simplement contre nous, comme on l'a vu les 29 accords de par le passé. Nous réussissons à créer la pression nécessaire. Nous réussissons à créer la mobilisation nécessaire qui force le régime à discuter ou à dialoguer, à même à signer les accords. Mais là où nous péchons, c'est que nous n'avons pas, ou nous ne développons pas, ou n'anticipons pas suffisamment sur les mesures contraignantes. Soit c'est un médiateur, ou un conseil, un médiateur ou un conseil international qui devrait amener à l'application des accords. Mais on voit que le régime déconstruit par toutes sortes de mécanismes ces accords et in fine ne les applique pas. Donc, c'est là où nous péchons. Parce qu'entre-temps, notre force de mobilisation s'est dispersée. Nous n'avons plus le peuple dans la rue, ou encore, nous n'avons plus les conditions qui ont fait que le régime a accepté le dialogue. Donc, il joue sur le temps, et donc les réflexions doivent aller à ce niveau-là. Quels sont les mécanismes de contrainte que nous avons sur le plan interne et que sur le plan externe, de façon à ce que le dialogue ne soit pas toujours des dîners de con. Mais ce que nous disons in fine, quelle que soit la force que nous allons développer, eh bien, nous devons intégrer le facteur dialogue dans ce dispositif. J'ai appris, et avec beaucoup de surprises d'ailleurs, dans mes recherches en matière militaire, que toute armée, et ça s'enseigne dans les écoles de guerre, avant de lancer une guerre, une armée qui brandit toutes sortes d'armes met en place, avant même de déclencher la guerre, un comité de négociation. J'ai dit, ben, ça n'a pas de sens. Vous lancez une guerre, au même moment, il y a un comité pour négocier la fin de la guerre. Vous auriez pu, le comité se crée, de négociation se crée avant même. Alors si on prend le cas de Trump aujourd'hui, avant tout ce que Trump est en train de faire contre l'Iran, il y a déjà un comité qui négocie. Quel que soit Alpha, il y a toujours ce comité-là parce que il y a le déclenchement de la guerre, il y a la guerre, mais il y a les trois temps, c'est-à-dire le temps aussi de la paix parce que la guerre n'est pas éternelle. Et donc, c'est plutôt le moment de la négociation des conditions de paix qui font que la guerre ne va plus revenir. Autrement dit, ça joue un rôle important que le déclenchement elle-même ou le rapport de force en termes d'armes. Voyez, c'est important. Mais ceux qui se mettent dans la tête, dialogue égale corruption, dialogue égale trahison, dialogue, et ça crie trop sur les réseaux sociaux à telle enseigne que ceux qui peuvent éclairer se taisent et ces personnes croient qu'ils ont raison. Ils n'ont pas raison. Le dialogue est une force politique, comme tu viens de le dire. Bien le manipuler, l'intégrer dans un dispositif, c'est là où nous devons aller chercher le curseur en termes de synergie et de puissance. C'est de ça qu'il s'agit pour éclairer, pour éviter que on nous rabatte les oreilles avec ce qui n'est pas vrai. Nous ne disons pas d'aller négocier avec Faure Gnassingbé, c'est pas ce que nous disons. Mais nous disons que ceux qui utilisent le dialogue pour poignarder les autres, sans construire un rapport de force ou sans contribuer à un rapport de force, c'est là où nous ne sommes pas d'accord, parce que de ce point de vue, ils sont en train de torpiller un dispositif politique et on ne peut pas arracher, en tout cas dans le domaine politique ou dans tout d'autres domaines, à une organisation sociale faite d'êtres humains, la notion de dialogue, c'est plutôt une conséquence d'un rapport de force. Et c'est ça qui fait que la paix devienne durable. Sans l'élément discussion, sans l'élément négociation, sans l'élément dialogue qui est au cœur justement du projet social, eh ben, c'est évident. Donc, il faut dire ça très fort.
Il faut le répéter, il faut le souligner. Et maintenant, construisons les conditions pour que le dialogue devienne une arme puissante dans nos mains. Voilà. Et je vous lis rapidement ce que j'ai publié comme article qui a été à la base de ça. Le titre dit « Non, le dialogue n'est pas le problème. La capitulation sans rapport de force l'est. » À force de transformer l'impuissance en vertu, une partie de l'opposition finit par confondre radicalité et fuite stratégique. Dire que le dialogue est un piège n'est pas une analyse politique. C'est une déclaration de renoncement maquillée en posture révolutionnaire. Soyons clairs, le problème du Togo n'est pas le dialogue. C'est pas le dialogue qui est le problème. Le problème, c'est la mauvaise foi structurelle de Faure Gnassingbé, sa volonté obsessionnelle de conserver le pouvoir usurpé par la force, au mépris de la loi, des accords politiques et de la Constitution. Cette mauvaise foi s'exprime par la fraude électorale systématique, par la violence d'État, par la réécriture permanente des règles du jeu et par le piétinement cynique de tous les engagements pris devant le peuple. Mais reconnaître cette réalité ne nous autorise pas à sombrer dans le nihilisme politique. Le fétichisme de la rupture, c'est une impasse dangereuse. Et c'est ce que nous pensons. Proclamer qu'il n'y aura pas de dialogue, seulement l'effondrement du système relève moins de la stratégie que de la foi millénariste. L'effondrement ne se décrète pas. Il se prépare, il s'organise, il se construit. Et il ne se produit jamais sans rapport de force, sans organisation, sans leadership collectif. C'est là où nous invitons les uns les autres à y mettre leur énergie, leur force, et non pas à utiliser le mot dialogue pour insulter les autres. On dit souvent en latin, alea jacta est, cette formule ne se prononce pas les mains vides. Refuser le dialogue par principe, quand on ne contrôle ni l'armée, ni l'administration, ni les institutions, ni même une opposition unifiée, ce n'est pas de la fermeté révolutionnaire. C'est abandonner le terrain tout simplement politique à l'adversaire, à Faure Gnassingbé. Alors, le dialogue n'est pas une reddition, c'est plutôt un champ de bataille, comme tu l'as dit, c'est un champ de bataille. Ceux qui assimilent tout simplement tout dialogue à une trahison profonde, ceux qui assimilent tout simplement le dialogue à une trahison, ces personnes-là confondent, n'est-ce pas, la morale et la politique. Ils oublient une vérité élémentaire. Les partis politiques vivent de dialogue et d'élection, comme le corps vit de cellules et de chromosomes. Le leur interdire, c'est tout simplement les dissoudre. Il y a un sociologue et philosophe français, Max Weber, nous l'a dit clairement. La politique est l'art du possible. Et Gramsci l'a martelé. L'hégémonie ne se compare pas dans le refus, mais dans la construction d'une contre-hégémonie. Le dialogue, lorsqu'il est arraché et non quémandé, devient un espace de contrainte, non de soumission. Mandela dialoguait avec l'apartheid. Walesa négociait avec le communisme. Eux deux n'étaient pas dupes, mais aucun n'a déserté le terrain. Le vrai scandale, c'est l'absence de rapport de force. Et c'est là notre point, l'élément capital de notre réflexion. C'est l'absence de rapport de force. C'est là notre problème. C'est là où on doit travailler. Disons-le sans détour, ce qui rend le dialogue inefficace, ce n'est pas sa nature, ce n'est pas la nature du dialogue lui-même. C'est plutôt notre faiblesse collective qui rend le dialogue inefficace. Faure Gnassingbé peut se permettre la mauvaise foi parce qu'il n'est pas contraint. Il n'a pas d'autre force qui le contraignent. Parce que l'opposition est fragmentée. Parce que la diaspora est divisée. Parce que la pression populaire est intermittente. C'est ça qui fait en sorte que l'âme de dialogue devient inefficace. Et donc, fondamentalement, il faut que nous sachions que sans rapport de force, le refus de dialogue devient une posture confortable. On n'y va pas. On ne dialogue pas. Et puis après, qu'est-ce qu'on fait? On évite l'épreuve du réel. On cultive la pureté.
On distribue des certificats de légitimité révolutionnaire. Pendant ce temps, Fagne Assingbe, le pouvoir gouverne. Alors, au niveau de pyramide, nous pensons qu'il faut assez de slogans et place à la stratégie. Traquer un dictateur n'est pas un programme politique. Insulter le dialogue ne construit pas une alternative. Menacer de rupture sans capacité d'exécution est une rhétorique vide. La vraie tâche militante est ailleurs. 1. Organiser le peuple. L'organisation du peuple à la résistance. Unifier l'opposition. 2. Structurer la diaspora. 3. Construire un rapport de force durable. 4. Imposer un dialogue contraignant ou rendre son refus politiquement coûteux pour le régime. C'est fondamentalement là où nous devons y aller. Et enfin, le dialogue sans rapport de force pour nous est une illusion. Mais le refus de dialogue aussi, sans rapport de force, est une capitulation déguisée. Donc dans les deux cas, eh bien, nous sommes en difficulté sans rapport de force. La libération ne viendra pas ni des incantations, ni des anathèmes, ni des postures héroïques sans prise sur le réel. Elle viendra d'une stratégie lucide, dure, patiente et collective. Le reste n'est que le bruit. Merci pour ces éléments que j'ai vu Karl Gaba, j'allais lui donner la parole, mais je pense qu'il est redescendu. Donc, on va donc aborder alors le thème proprement dit. Je te redonne la parole à Carlos. On est des occasions qui constituent des portes de sortie pour le régime de Fagne Assingbe de se conforter et de sortir de situation. Et il n'y a que au Togo que j'ai remarqué que la question des prisonniers ou la libération des prisonniers est une victoire pour les forces démocratiques, les forces politiques. Loin d'être une victoire pour les forces politiques, c'est plutôt une porte de sortie pour le système pour continuer à gagner du terrain. Parce que si la lutte va se résumer aux arrestations et à une pression nationale des mouvements pour réclamer la libération des prisonniers, mais le pouvoir va se conforter, va continuer à arrêter les gens et qu'il sait que bon, quand il les arrête, vous allez d'abord mobiliser des fonds, vous allez vous occuper à faire du téléthon pour vous occuper des prisonniers et après, il prend 5 ou 6 mois, il fait une grâce présidentielle et ça crée le débat. Et pendant ce temps, il a gagné du terrain sur le plan politique. Donc nous devons essayer d'éviter de rester dans l'émotion chaque fois que le pouvoir a l'occasion de prendre des Togolais, d'arrêter des Togolais de façon arbitraire, de les mettre en prison pour distraire le reste de ceux qui sont dans la lutte afin de continuer à trouver des stratégies de sortie de crise. Je l'ai souvent remarqué, dans tous les pays, il y a des prisonniers qui sont arrêtés dans les manifestations. En Iran, il y en a plein. Il y a même des milliers de personnes qui sont décédées. Mais la population iranienne est toujours dans... Alors, je pense que Carlos a quelques soucis. Ne passons pas à côté et nous ne devons pas mettre une parenthèse pour consacrer la lutte à la revendication de la libération des prisonniers. Ça veut dire que nous perdons du terrain et le pouvoir continue de gagner du terrain. Ce n'est pas une faveur pour le pouvoir de libérer des prisonniers politiques. Donc il faut mettre la pression, la barre très haut pour que, au-delà de la victoire, de pression sur le système d'avoir libéré les prisonniers, qu'il fasse autre chose que ça, que ce ne soit pas que ça. Donc moi je pense qu'il faut beaucoup... aller dans la stratégie et pouvoir arriver à avancer dans la réelle politique pour contraindre un régime qui est organisé, qui a des racines, des ramifications, qui a les moyens, qui a l'argent, qui a les armes, qui a les forces. Ce régime-là doit se combattre avec beaucoup d'efficacité et non avec de la distraction, avec de l'amusement.
Donc, voilà un peu la parenthèse que j'aimerais faire sur la question des prisonniers. On est trop ému sur la question des prisonniers, c'est vrai. C'est des gens qui sont arrêtés, ils sont en prison, il faut les défendre, mais il ne faut pas perdre de vue l'essentiel, la quintessence de la lutte qui constitue le fait de faire quitter le système au pouvoir. Quand ils vont quitter, on mobilise toutes les énergies pour les faire partir, il n'y aura plus de prisonniers politiques. Donc, misons plutôt sur le départ pour éviter que l'on continue d'arrêter des gens pour les mettre en prison, que de continuer à faire cette rengaine et arrêter prisonniers, libérer prisonniers, continuer la lutte, manifester, arrêter prisonniers, libérer prisonniers. Ça, ça perd du temps à la lutte. Ok, parfait. Merci, Carlos. Tu permettras de donner la parole à des éminences de cette lutte, le doyen Karl Gaba, qui a bien nous fait l'honneur d'être là, et à Tom. Ils ont écouté les débats, ils doivent avoir leur point de vue pour nous éclairer. C'est une plateforme du donner, du recevoir. Nous avons exprimé un certain nombre de points de vue. On leur laisse la parole de nous nourrir également de leurs réflexions avant d'aborder la question de la thématique de la cartographie de l'ethnisation politique, militaire et économique du Togo, la région, le cas spécifique de la région des Plateaux. Doyen Karl, vous avez la parole. Bonsoir, c'est rare que je puisse intervenir parce que souvent je reste à l'écoute pour comprendre ou essayer de détecter ce qui se passe, quoi, parce que quand on comprend pas ce qui se passe, c'est difficile de pouvoir avoir un jugement ou même pouvoir avoir des actions à mener, quoi. Donc habituellement j'écoute, mais bon, avec plaisir, j'ai entendu vos propos, quoi. J'ai plusieurs, je postais j'expliquais, je postais, comme je le fais périodiquement sur Togo Debout, je postais un message qui voulait dire que sans rapport de force, le dialogue est un monologue de la dictature. Ah, mais ce qui importe, je fais ce qui est étonnant, c'est que on nous amène toujours des faux sujets, on sort de un an de lutte, on est en train de reconstruire, de comprendre, d'analyser, de s'auto-critiquer, de renforcer les énergies. Mais il y a toujours des petits sujets comme ça qui apparaissent sur la toile, et qui me paraissent tout petit peu téléphonés, quoi. Quid, ça va être les élections, quid, ça va être les traîtres, quid, ça va être les dialogues, quid, ça va être la fin des partis politiques. Mais quand on analyse tout ça, on se dit c'est à quel dessein ces faux sujets-là qui ne nous avancent pas dans la lutte qu'on est en train de faire, reviennent chaque fois sur la table et ça nous égare plutôt que ça nous permette de pouvoir réfléchir à bon escient, quoi, pour pouvoir renforcer les forces qui permettront de pouvoir créer, ou les conditions qui permettront de pouvoir créer un rapport de force conséquent. Et ça, je crois que vous faites ce travail-là très très bien. Je vous suis un peu, c'est la pédagogie, c'est l'école de la lutte. Hein. D'autres appellent ça l'école du parti, mais c'est l'école de la lutte. Échanger, partager et permettre à nos combattants ou à nos citoyens d'avoir des repères. Mais les faux sujets, je suis toujours méfiant. Ou même il y a d'autres sujets qui arrivent. Qui est nationaliste, qui est patriote. Moi, j'arrive pas à comprendre que d'autres ne comprennent pas qu'avant d'être nationaliste, il faut être fondamentalement patriote. Bon, donc il y a des faux sujets comme ça qui interviennent et des fois, je m'étonne un tout petit peu est-ce que c'est du positionnement? Est-ce que c'est des besoins de reconnaissance? Soit, etc. Bon, ça c'est mon petit aparté. Mais les négociations, et où il y a un deuxième sujet, c'est-à-dire qu'on veut toujours interdire à l'opposition togolaise, au peuple togolais d'utiliser des outils politiques qui existent. Voilà, il y a des gens qui sont là, ils vont décréter, et souvent ils se disent qu'ils sont des électrons libres, ils vont décréter de ce que des gens qui sont organisés ou des mouvements qui sont organisés dans lesquels ils sont pas, dont ils connaissent pas la genèse, dont ils connaissent pas la motivation, ils vont décider pour tout le monde ce que chacun doit faire. Si tu n'es pas dans cette ligne-là, t'es un traître.
où tu es en train de trahir une lutte tout en oubliant que l'objectif, ça reste quand même Fonya Singbe, le RPT uni et puis tout ce système qui a plus de 60 ans, quoi. Donc je reste un tout petit peu dubitatif et un tout petit peu curieux sur cette démarche qui consiste à décider à la place d'un mouvement ou d'un parti politique ce que le parti politique doit faire. On doit bien comprendre que les mouvements, partis politiques, organisations de la société civile, groupements ou alliances, tout ce que vous voulez, mais c'est des gens qui sont constitués, qui ont un idéal, qui ont une ligne de conduite, qui ont un mouvement, qui ont des militants, qui ont des objectifs et tout, etc. C'est très difficile quand on fait pas partie de ces associations, mouvements et autres de pouvoir décider de la stratégie d'un mouvement en faisant pas partie en étant ni militant, ni partie du bureau politique, ni participer au congrès, ni participer aux réunions d'un parti. Je trouve quand même assez anachronique de pouvoir donner des leçons aux autres. Et mon dernier propos, c'est sur la notion de dialogue. Et là, j'aurais aimé que il faut quand même expliquer que le dialogue est un outil. Et dans le dialogue, il y a des objectifs. Et on peut pas dire dialogue, on dialogue pour des raisons, soit pour retarder un combat face à l'ennemi, ou soit pour trouver un compromis, ou soit c'est pour une réunion. Mais il y a des conditions, il y a des objectifs de dialogue. Excuse-moi, je prends le temps quand même d'expliquer à quoi sert un dialogue dans une lutte politique ou dans une confrontation. Elle sert à quelque chose, quoi. Donc c'est étonnant que certains puissent interdire effectivement le fait de pouvoir utiliser l'arme du dialogue comme l'arme électorale, comme l'arme révolutionnaire, comme la désobéissance civile. Il y a plein de choses qui existent, mais tant mieux. Face à un système comme ça qui dure depuis 60 ans, si les flèches peuvent venir de différents points avec des stratégies un peu déroutantes, on va pas être quand même dans une seule colonne, une seule action, et on sait très bien que les gens qui demandent un tout petit peu de marcher dans une seule colonne, ils savent très bien que les seules colonnes qui existent face à ce régime-là, qui a une diarrhée financière exceptionnelle, est capable d'acheter tout et noyauter absolument tout quand le chemin est unique. Le chemin n'est pas unique. L'objectif peut être unique, mais le chemin n'est pas unique. Bon, je suis un peu en vrac, un tout petit peu sur mes perceptions, hein. C'est en même temps une manière de donner un tout petit peu le là sur ce que c'est que Togo Debout, ce que c'est que le combat qu'on mène, ce que c'est que la constance dans laquelle on mène ce combat et l'ouverture qu'on a, hein, et que ça nous est arrivé, des expériences aussi de faire des oukases de non-dialogue, hein, mais on les a fait dans le cadre du C14 en 2017. On avait pondu un mémorandum qui s'appelait Mettre fin à l'état de terreur, dans lequel on avait parlé des conditions de reddition, des conditions d'une transition et à quoi peut servir un dialogue ou quels sont nos objectifs et tout, etc. Ou le refus même du dialogue. Et ce document-là, on l'avait posé à la C14, mais ils se sont dit de la diaspora, de quel droit vous venez nous dire Non, on n'a pas dit. On dit que nous, le rapport de force reste la clé. Hein, et qu'on ne peut pas dialoguer, et surtout dans quelles conditions, hein, c'est ce dont vous avez si bien parlé, hein, il y a des objectifs de dialogue, le rapport de force existant, quels sont les outils sur lesquels on est assis, et quel est l'objectif du dialogue, hein, et puis quels sont les prérequis, hein, quelles sont les lignes de démarcation, parce que des dialogues, on en a eu 27, hein, vous connaissez un peu l'aboutissement de tous ces dialogues-là. Donc débat intéressant, je le suis. Mais je reste toujours prudent quand on amène des problèmes qui coincent plutôt la lutte. On veut fermer la porte à des ouvertures de la lutte. Je sais pas, il y a une complaisance à vouloir les fermer, alors que la lutte est multiforme, elle est multidiverse. Ce qui est important, c'est le rapport de force qui devait être créé. Comment on organise ce rapport de force malgré la diversité, malgré la multiplicité, malgré la sensibilité diverse et variée. Il y a toujours une possibilité à un moment donné d'avoir l'esprit de lutte qui est totalement partagé. Donc attention de ne pas nous fermer des portes sous prétexte que d'aucuns détiennent la science infuse qu'elle doit être imposée à tout le monde, alors qu'on arrive, combien de divisions, dirait quelqu'un au pape. Voilà. J'ai terminé.
Il y a beaucoup, beaucoup encore à faire. Et puis merci de me donner l'occasion de parler et puis de vous avoir un peu. Bon, ne faisons pas semblant, on se connaît, donc on n'est pas si éloigné que ça. Absolument. Merci. Merci beaucoup, doyen Karl. Et c'est vraiment intéressant de t'écouter, de t'entendre. Et je pense que la jeune génération a besoin de t'écouter. On te voit au fond, on te voit sur les plateaux de télé. On sait que tu tiens la garde en France, à Paris. Tu as une référence en termes d'inoxydabilité, de résistance dans ce combat depuis des années. Et donc, les expériences méritent d'être partagées avec le peuple togolais. Donc, il faut parler souvent. Et ce que tu viens de dire sur le dialogue, par exemple, c'est quelque chose de très intéressant. Le dialogue en soi est une stratégie. Le dialogue a des prérequis, a des objectifs. Ça peut être utilisé comme stratégie pour bloquer, pour faire diversion. En tout cas, le dialogue est un outil politique. Politique, ouais. Et tout dépend de la façon dont on le manie. Et donc, le dialogue en lui-même n'est pas égal trahison, n'est pas égal renoncement, n'est pas égal corruption ou n'est pas égal la politique du ventre. Et donc, ceux qui tiennent ce discours, ils font de l'ignorance et nous devons être capables de les déconstruire tout en travaillant à la construction d'un rapport de force conséquent pour soutenir le dialogue et ne pas fermer tout dans une seule voie, un seul canal, comme si, si on ne fait pas comme ça, donc on est diable, comme c'est le noir, le blanc et le noir. On doit avoir cette diversité de stratégies d'action. L'essentiel, c'est d'avancer, de faire des petits groupés. Merci beaucoup, doyen Karl. Mais c'est surtout merci, c'est-à-dire que je pense, quand tu m'as parlé de doyen, je pense à notre doyen, t'étais Godwin, à Dialogo, à qui je pense qu'il vient de fêter son anniversaire, les 98 ans. Et il est toujours au combat. Et c'est pas une question de jeunesse, mais c'est une question, de réalité. C'est-à-dire qu'avec, je te connais avec la plus grande volonté du monde que tu as, si on te met au volant d'un 767 ou un 747 et que tu n'as jamais eu les capacités de pouvoir faire décoller un avion, tu n'y arriveras pas. Et si les gens savent que tu n'as pas le mode d'emploi ni l'expérience de faire piloter un avion, de faire décoller un avion, de faire ramener les passagers à bon port, si on les avertit à l'avance que tu leur dis que, ah non, moi c'est une première expérience, je vais voir si ça va marcher, on va essayer. On n'a pas essayé, comme disent certains. Je pense que tu feras beaucoup peur à certains, quoi. Donc, c'est pas une question de vieillesse, c'est une question simplement de compétences, d'expérience, sur tous les sujets, que ce soit un graphiste ou un journaliste ou un analyste. Ce que j'aime ou quand je t'écoute, toi, j'en profite en même temps pour dire la perception que j'ai pour toi, c'est que vous êtes des coachs révolutionnaires quelque part avec d'autres. Il y a Claude, il y a bien de gens. C'est que même si je suis pas d'accord avec vous, vous dites tellement bien ce dont vous parlez que je peux prendre attention à l'écouter, à apprendre, quoi. C'est ça que les Togolais doivent savoir. T'es pas obligé de partager la même idée que quelqu'un et avant de pouvoir entamer une discussion. Mais l'essentiel, c'est de se dire, mais est-ce que tu peux comprendre ce que l'autre il dit? Est-ce que tu peux tirer une leçon de ce que l'autre il dit? C'est pas, je ne comprends pas l'adversité dans l'opposition de lutte, parce que nous sommes dans une lutte de libération. Et les noms d'oiseaux qui sifflent sur les plateaux, les accusations qui sifflent, je dis, mais c'est quoi ça? On est opposants au lieu de discuter, d'échanges de bonnes méthodes, quoi, tu vois. Mets le sel là, tu peux mettre ici, tu peux doser là. Les gens te disent non, toi ton sel il est pas bon, t'es un traître, tu dois te barrer. Tu dois disparaître. Excusez-moi, mais et c'est pour ça, c'est l'occasion, Bon, nous aussi, on a des plateformes sur lesquelles Sylvain Soreva, demain dimanche, excusez-moi, on sera encore là, comme tous les dimanches, à partir de 12h GMT. On fait la même chose, c'est-à-dire de faire de la pédagogie. Essayer d'expliquer ce à quoi on croit. Et ce à quoi on croit, comment on peut le partager. Et dans ce qu'on croit n'est pas exclusif. C'est cet échange-là, cet apprentissage-là, cette pédagogie qui est nécessaire
Il y a des gens, ils savent pas ce que c'est qu'un parti politique, ils disent qu'il faut pas avoir de parti politique. C'est ce que c'est qu'un parti politique. Tu sais sur quelle base ça se met en place, tu sais comment ça s'organise, tu sais quel est son objectif, comment il forme ses militants, comment il recrute ses militants, comment il tente de se financer, comment il a des objectifs, c'est difficile, il faut apprendre ça aux gens que c'est dans ces écoles-là, partis ou associations ou groupements ou clubs de musique, si vous voulez, ou même de sport, mais c'est régi par des règles, c'est régi par des devoirs. Donc, apprendre à nos compatriotes que c'est comme une maison, c'est à la maison que tu apprends certaines choses avant que tes parents vont pas te laisser aller affronter la vie sans t'avoir donné des clés. Et c'est pareil aussi dans les mouvements, les organisations, les groupements, les amitiés, les rencontres. Il faut faire comprendre à nos compatriotes que c'est important de ne pas être seul. Parce que seul, en tournant rond, on se fait les questions et les réponses et on manque de lumière, quoi. Voilà. Beaucoup de bras. On a besoin de beaucoup de bras pour entourer le baobab, ou pour saisir le baobab, ou pour pincer le baobab. Bon, merci de m'avoir laissé l'occasion de donner, de faire un peu, d'être moins habituellement. Il y a beaucoup qui me disent, j'ai toujours l'indignation intacte, Gaba, t'es toujours en train de te battre. Mais non, parce que on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Au Togo, on n'a pas le choix. Seule la lutte libère. Merci les camarades. La sagesse. Et la lucidité. Et le mot bien choisi. Merci à vous les amis de lutte, les combattants, les frères de lutte. Alors, j'ai ton micro. C'est bon, j'ai donné. Tiens, ton micro, s'il te plaît. C'est plutôt mon micro, ok. C'est le tour de temps. Merci beaucoup, Karl. Merci pour ces échanges enrichissants. Tom, est-ce que tu nous entends? Oui, je vous entends, et comme d'habitude, je suis le retardateur qui vient un peu toujours en retard. Alors donc je salue Carlos, toi-même Tché, Constitution, Claudine, et il y a Zogbe qui est là aussi, et puis doyen, mais non, donc moi je l'appelle Faux-Carl, mais bon, j'apprends qu'il est le doyen, donc je m'exécute. Donc doyen Carl, bonjour, on se retrouvera demain probablement sur ton panel. Sylvanus Forever. Et merci beaucoup à vous tous. Écoutez, je vous ai écouté sur la notion de dialogue et tout. Je n'ai rien à ajouter, mais j'avoue, Tché, lorsque j'ai lu hier tard dans la nuit ton article, je me suis posé énormément de questions. Je me dis, mais est-ce que ça passera? Tout simplement. Mais bien sûr, parce que j'ai l'impression que c'est de haute volée intellectuelle et dans le décryptage de la situation togolaise et la manière dont tu y as collé la notion, le concept même, va paraître absurde pour certains. Et pourtant, c'est une réalité. Et je pense que ce n'est pas accessible. Je suis désolé de te le dire. Je pense que ce n'est pas accessible. Mais ici, et comme on a Carlos parmi nous et que je l'ai toujours décrit, on place le curseur à un autre niveau. Mais là, on s'adresse au plus grand nombre et principalement, moi, je pense à la diaspora et un peu à l'intérieur. Mais les gens de la diaspora, quand bien même qu'ils disposent d'une structure intellectuelle forte, vont s'embrouiller dans la mesure où ils n'ont pas clarifié un peu leur horizon en ce qui concerne le dialogue, notamment dans son aspect politique et comment cela fonctionne. Tu l'as dit, mais au vu des exemples et des structures
logique et stratégique que tu as données, ça peut franchement les déranger un peu. Mais bon, c'est de haute volée et je les pousse à les prendre, quitte à le relire, parce que lorsque tu le relisais encore aujourd'hui, là j'ai découvert un autre aspect que peut-être tu l'as dit, mais tu ne l'as pas ignoré totalement. C'est l'intégration du non-dialogue dans le dialogue aussi. Et les aspects du non-dialogue qu'on peut avoir, notamment par exemple le dialogue direct qui peuvent être initiés par l'ensemble des acteurs et les dialogues non directs. Donc, et tout cela doit s'organiser, s'accoupler de manière à ce que cela fonctionne. Mais d'emblée, il faudrait dire que quand quelqu'un qui détient le pouvoir opte pour le dialogue ou l'initie, ça démontre tout simplement non seulement la fragilité de ce pouvoir et sa vulnérabilité profonde. Il y a un souci au cœur de ce pouvoir-là et qui va chercher une voie de sortie, quitte à se consolider à travers ce qu'il a initié lui-même, donc instaurer, malgré le dialogue, un monologue. Donc, c'est ce qui s'était vu depuis une trentaine de dialogues qu'on avait vus. C'est-à-dire que dans l'initiative du pouvoir, il finit par transformer le dialogue direct en un monologue qui, à un moment donné, abat son adversaire. Et c'est ce que l'on ne doit plus permettre actuellement dans le dialogue. Et la manière dont tu l'as exprimé ne me paraît pas très explicite pour eux. Et ça reste à une analyse profonde intellectuelle pour qu'on y comprenne l'essence même. Et c'est là que ton article, comment ça s'appelle, m'a laissé un peu sur la faim parce que je ne sais pas si ils vont comprendre que tu t'adresses profondément à eux. Et je ne sais pas si ça va leur servir à prendre du recul et à sortir de la voie entonnoir dans lequel ils s'engagent. Donc c'est ce que je peux rajouter. Et Carlos a complété et a donné tous les critères au vu de l'analyse de terrain et ce qui amène un complément d'information plus structurel et qui permettrait aux uns aux autres de sortir de ce que nous voyons depuis quelques jours sur la toile. Et j'avoue que depuis une huitaine de jours, j'observais ça et je ne voulais pas intervenir et que j'essayais de réfléchir pour trouver comment l'aborder, mais vous l'avez fait assez magistralement et je ne peux que vous remercier d'avoir trouvé ces voies-là, mais je reste quand même, je reste toujours sur ma faim. Le niveau est encore un peu trop élevé, il va falloir y procéder autrement et si on peut y revenir une autre fois, ce serait vraiment intéressant. Donc je vais m'arrêter là.